Bienvenue dans cette conférence. Donc, le sujet, c'est la taxinomie. De quoi s'agit-il et comment la HQE y répond-elle? Donc, pour en parler, nous avons Patrick Nossan, qui est président de Certivea, Jean-Frédéric Bailly, qui est directeur études et recherche chez Cercal Qualitel Certification, et puis Jean-Éric Fournier, qui est président de la commission développement durable à la FEI, la Fédération des entreprises immobilières. Et donc, moi, je me présente, je suis Estelle Réveillard, la directrice de l'Alliance HQE-GBC. Donc, l'Alliance HQE-GBC, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui existe depuis plus de 25 ans et qui a fondé un cadre de référence pour le bâtiment, le cadre de référence HQE. Et donc, cette association regroupe les acteurs du bâtiment et de l'aménagement. Et pour revenir un tout petit peu en arrière donc, sur ce cadre de référence HQE, qui est basé sur 4 engagements: la qualité de vie, le respect de l'environnement, le management responsable et la performance économique. C'est un cadre que les certificateurs, donc Cercal Qualitel Certification et Certivea, adoptent et ils basent leur référentiel sur ce cadre de référence-là. Et donc, lorsque la taxinomie est apparue dans le paysage, on s'est posé quelques questions. On a voulu d'abord comprendre ce qu'était la taxinomie, et puis on a voulu savoir si finalement ce cadre de référence HQE dialoguait bien avec les objectifs fixés par la taxinomie. Donc, pour décrypter un petit peu la taxinomie et ce qu'est la taxinomie, je vais laisser la parole à Patrick Nossan. Bonjour à toutes et à tous, merci Estelle. Donc j'ai été désigné d'office pour vous présenter ce que c'est que la taxinomie. Ça c'est l'Alliance HQE, pardon. Donc la taxinomie en fait est un des outils du Green Deal européen qui, vous le savez, vise à faire du continent une zone économique la plus verte. Et entraîner tous les acteurs donc vers le chemin du développement durable avec un objectif de neutralité carbone à 2050. Donc c'est assez ambitieux. Et donc cette taxinomie, elle va flécher des financements préférentiels vers les activités qui vont favoriser ces transitions. C'est vraiment l'objectif principal. Et donc le mot taxinomie ou taxonomie d'ailleurs vient de cette volonté de classifier des activités, on les verra tout à l'heure. Il y a quelques objectifs secondaires qui sont de lutter contre le greenwashing. À partir du moment où il y a des financements préférentiels, évidemment, il peut y avoir la tendance à des allégations environnementales, évidemment, mensongères. Et puis rendre également plus résiliente à la fois l'économie, la finance, les activités, donc maîtriser les risques d'une certaine façon, mais aussi d'essayer d'avoir un corpus de normes internationales auxquelles tous les acteurs se réfèrent. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on invente un nouveau dispositif, on a plutôt tendance à inventer des nouveaux critères. Et la taxinomie ne fait pas exception, malheureusement, à cette règle. Alors, il y a bien sûr un ensemble de textes. Alors, je ne vais pas tous vous les détailler, mais le texte principal, c'est le règlement 2020-852, avec un règlement délégué 2021-2139, avec des annexes, etc. Retenez simplement qu'il y a 2 piliers. Un pilier sur le reporting, c'est vraiment la base. Alors le reporting va concerner les entreprises financières et non financières, donc vous allez dire toutes les entreprises. Non, pas tout à fait, puisque ce sont les entreprises d'une certaine taille qui sont soumises au reporting. Pour faire simple, en France, les entreprises qui étaient déjà soumises à un reporting RSE vont être soumises à un reporting selon ce format-là. Et puis, les années avançant, il y aura bien sûr de plus en plus d'entreprises qui seront concernées par ce reporting. Les entreprises non financières sont aussi, bien sûr, cette fois-ci, vont être aussi concernées. Et puis, il y a un deuxième volet qui concerne les instruments financiers, cette fois-ci, les obligations vertes, ce qu'on appelle les green bonds, ou la labellisation des produits financiers. Vous voyez que là, l'objectif, c'est un objectif de transparence. C'est une réglementation, donc c'est obligatoire, mais il n'est pas obligatoire de respecter les critères de la taxinomie. Il est obligatoire de faire des reporting, donc de démontrer son activité
en utilisant ces critères. C'est très différent. C'est donc un objectif de transparence en se disant qu'avec ça, le marché finalement va se réguler et aller dans le sens évidemment du verdissement, ce qui est possible si les financements préférentiels sont effectivement là. Et bien sûr, on attendra de voir si ça se met effectivement en place. Alors, qui est concerné ? Eh bien, là aussi, il y a deux étapes. Les reportings, depuis l'année dernière, doivent comprendre les activités qui sont dites éligibles. Alors, je vais vous dire ce que ça veut dire tout à l'heure, mais en clair, c'est toutes les activités qui potentiellement concernent la taxinomie. Et puis, donc, calculer le chiffre d'affaires, le CAPEX et les OPEX qui sont concernés potentiellement par la taxinomie. Donc ça, ce sont les rapports déjà de l'année dernière. Et les rapports qui vont être publiés en 2023, donc concernant l'exercice 2022, donc tous les spécialistes sont déjà au travail évidemment pour ça. On doit en plus identifier donc quelles sont les activités qui sont cette fois-ci alignées, c'est-à-dire qui respectent les critères de la taxinomie, pas seulement concernées, mais qui respectent ces critères, et je vais vous dire comment on fait bien sûr pour les respecter. Et donc le pourcentage de chiffre d'affaires, de CAPEX et d'OPEX qui cette fois-ci est aligné par rapport au chiffre d'affaires qui est, ou au CAPEX ou aux OPEX qui sont concernés par la taxinomie. Alors dans le monde de l'immobilier, on va voir qu'il y a finalement, quand on regarde, et on a pu examiner les rapports de l'année dernière, ceux qui sont concernés le sont de façon très importante, puisque les trois activités principales qui touchent l'immobilier, sur la centaine d'activités qui sont décrites dans la taxinomie, sont la construction de bâtiments neufs, la rénovation de bâtiments existants et l'acquisition et propriété de bâtiments. Donc, quand vous faites le cumul de tout ça, vous voyez que ça touche beaucoup d'acteurs de l'immobilier. Donc, on a essayé de résumer ainsi, excusez-nous, c'est un peu plein, mais ça veut dire que dans les entreprises non financières, il y a toutes les entreprises, les promoteurs qui construisent, qui rénovent, qui vendent des bâtiments. Il y a toutes les foncières qui achètent, qui vendent, qui rénovent, qui louent, qui exploitent. Il y a toutes les entreprises hors immobilier qui utilisent des bâtiments. Alors parfois qui investissent, mais souvent qui utilisent, ça veut dire qu'il y a des loyers. Dans les entreprises financières, il y a toute l'activité foncière des banques et des assureurs. Il y a toutes les banques qui accordent des crédits. Et donc là, on va voir le pourcentage d'actifs verts, donc le pourcentage de lignes de crédit qui sont concernées par la taxinomie ou qui sont alignées par la taxinomie. Et en passant, eh bien, ces entreprises financières, peut-être, vont imposer effectivement les critères de la taxinomie à ceux auxquels ils vont faire des prêts demain. Donc c'est aussi potentiellement un levier d'élargissement de l'utilisation des critères de la taxinomie. Là aussi, on ne sait pas exactement comment les banques vont se comporter. Mais si les banques doivent faire un reporting sur les prêts en faisant référence aux critères de la taxinomie, il paraît logique qu'ils vont utiliser également les critères de la taxinomie pour octroyer des prêts. Voilà. Et puis, toutes les entreprises qui vont émettre des green bonds pour les projets immobiliers, et il y en a quand même quelques-uns, dont des entreprises immobilières ici représentées par Jean-Éric. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une activité éligible et qu'est-ce que c'est qu'une activité verte ou alignée ? Une activité éligible, c'est toutes les activités qui sont identifiées par la Commission européenne comme pouvant potentiellement contribuer à 6 objectifs environnementaux qui sont listés sur la droite. Donc les 6 objectifs environnementaux, ce n'est pas une surprise, on les retrouve dans plein de littérature, c'est l'atténuation au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Ça doit vous parler, on trouve ça dans beaucoup d'autres systèmes, bien sûr. Et donc, il y a une liste d'une centaine d'activités qui potentiellement peuvent répondre à ça, dont 3 directement concernées pour l'immobilier, les activités que je vous ai énoncées tout à l'heure.
Donc ça, c'est très facile d'identifier si vous avez des activités qui sont éligibles ou pas. Les activités à aligner, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir rentrer dans le détail. Puisque pour être aligné, il faut qu'une activité contribue substantiellement à l'un des 6 objectifs environnementaux. Et pour ça, il y a des critères très précis qui sont décrits dans les annexes au texte que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a aujourd'hui la possibilité donc de contribuer substantiellement à 2 des objectifs environnementaux, l'atténuation au changement climatique ou l'adaptation au changement climatique. Donc vous allez devoir choisir à quel objectif vous voulez contribuer substantiellement. Plus exactement, vos activités contribuent-elles substantiellement à l'une ou l'autre de ces 2 activités? Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'il ne faut pas que l'activité cause de préjudice important aux 5 autres objectifs. C'est ce qu'on appelle les DNSH, pour effectivement éviter qu'il y ait des préjudices importants sur la biodiversité, par exemple, quand on pousse les curseurs de l'atténuation au changement climatique. Voilà. Donc c'est un socle minimal, finalement, de critères environnementaux que les activités doivent respecter. Donc si vous choisissez une contribution substantielle pour l'atténuation au changement climatique, vous devez respecter les critères de DNSH sur les 5 autres objectifs. Voilà. On doit en plus respecter un socle de garantie sociale minimale, mais ça, tout le monde nous dit qu'en France, la réglementation du travail suffit pour démontrer le respect. Et puis, on doit être conforme, bien sûr, aux critères qui figurent dans les actes délégués, qui sont extrêmement précis, techniques, etc., et qui décrivent très, très précisément finalement comment on doit respecter ces critères. Voilà, donc rapidement brosser ce que la taxinomie veut dire et ce qu'elle demande aux acteurs de l'immobilier. Merci Patrick pour cet éclairage. Alors on va se tourner vers Jean-Éric Fournier. Du côté des entreprises immobilières, comment vous la voyez arriver, cette taxinomie ? Alors, la taxinomie, en fait, est arrivée alors qu'on avait déjà, pour un certain nombre d'entre nous, foncières, sociétés d'investissement, réalisé des green bonds, des obligations vertes, émis des green bonds, réalisé aussi des crédits verts auprès d'organismes de financement sur une autre base que la taxinomie, puisque celle-ci n'existait pas encore, et donc qui était tout simplement les grandes certifications globales qui permettent d'apprécier la performance de l'immeuble sur les 360 degrés de la RSE, que sont HQE, LEED, BREEAM, et qui sont des certifications qui sont connues de l'ensemble des analystes, que ce soit des agences de notation ou des investisseurs, et ceci au plan international, pour répondre à plusieurs agences de notation dites extra-financières. J'ai jamais vu un analyste qui connaissait pas ces certifications. Et finalement, dans notre secteur, on fait partie des 3 des 70 secteurs scannés. On l'a vu tout à l'heure. On avait ce système qui fonctionnait assez bien. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été question d'identifier des critères, et qui soient des critères qui soient applicables à tout le monde. Et évidemment, le législateur, fût-il européen, ne peut pas imposer d'obtenir une certification qui reste au bon vouloir de chacun, d'aller plus loin que les réglementations. Et donc, dans ce cadre-là, il s'est agi d'identifier des critères spécifiques tels que Patrick Nossan a pu les expliquer. Alors la question que ça pose aujourd'hui, c'est quel est l'avenir finalement des certifications globales que j'évoquais à l'instant. Est-ce qu'elles sont appelées à disparaître? Alors personnellement, je ne crois pas. C'est un langage commun qui est compris de l'ensemble de la chaîne d'acteurs, depuis les architectes, les bureaux d'études, les investisseurs, les locataires, le marché, les commercialisateurs. Donc je pense que c'est ancré, et ça permet aussi de définir des niveaux de performance qui vont bien au-delà des critères de la taxinomie. Où est-ce que ces certifications sont appelées à évoluer, et comment, pour mieux s'adapter aux taxinomies?
Voilà la question que Oui. je répondrai pas à une question. Oui, alors du coup, je vais me tourner vers Jean-Frédéric, puisqu'il y a des questionnements. Alors, comment ça se passe? Est-ce que HQE dialogue, permet de... Enfin, la certification HQE, est-ce qu'elle permet de bien dialoguer avec ce qu'on attend dans la taxinomie? Alors, la réponse est oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ce qu'on soulignait en introduction, c'était de comprendre ce qu'il y avait dans ces critères de la taxinomie. Et donc, on a travaillé ensemble, hein, c'est-à-dire l'Alliance HQE, CERCAL, Certivea, à comprendre quels étaient ces critères et comment ils se traduisaient dans le cadre de référence du bâtiment durable que l'on partage et qui est le socle de nos certifications. Donc en fait, on s'est rendu compte assez vite que ça faisait plusieurs années qu'on traitait les grandes thématiques qui sont dans ces critères européens. Donc il n'y a pas de réelle nouveauté dans ce qui sort dans cette réglementation. Après, maintenant, il faut être capable de retraduire techniquement et de manière opérationnelle ces critères. Côté CERCAL, c'est ce qu'on a fait. On a donc travaillé à cette retranscription, hein, pour la construction et la rénovation des logements, des bâtiments de logement. Et on a retraduit donc un certain nombre de critères dans les thématiques qu'on a l'habitude de traiter, hein. Par exemple, la performance énergétique, le carbone avec le changement climatique, ou des thématiques comme la qualité de l'air, la biodiversité, la résilience, bien évidemment, qui est un sujet important dans cette taxinomie. Et donc concrètement, comment ça se traduit dans ces certifications qui s'adaptent en fait, hein, elles disparaissent pas, bien au contraire, elles sont en train de s'adapter. Côté CERCAL, nous on a pris le parti de créer une sorte d'option à NF Habitat qu'on appelle dans notre langage un profil taxinomie, qui permet de venir se greffer à la certification NF Habitat ou NF Habitat HQE et permettre l'évaluation de ces exigences dans le cadre de notre processus de certification. Alors ça, ce profil, on l'a développé pour la dernière mise à jour de NF Habitat, donc qui est sortie en octobre 2022, qui porte le numéro V4.1 pour ceux qui nous suivent. Et puis également, on s'est posé la question de quid des opérations qui étaient déjà dans le pipe de la conception, voire même en train d'être livrées, et qui voudraient rattraper après coup cet alignement à la taxinomie. Donc on a mis en place une mission d'évaluation complémentaire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce profil taxinomie, sauf qui permet de regarder après coup l'atteinte de ces critères. Ce qu'il faut peut-être souligner par rapport à la question qu'évoquait Jean-Éric, c'est que le profil taxinomie ou l'option taxinomie intégrée dans nos certifications, elle a plusieurs avantages. Elle a l'avantage déjà d'attester l'alignement aux critères de la taxinomie. Ça, c'est fondamental. D'ailleurs, vous avez vu au passage qu'il y a un vocabulaire, hein, qui se dégage au travers de ces textes européens, donc des critères alignés, on parle d'alignement. Elle permet incontestablement d'apporter une garantie. Une garantie de compatibilité avec ces critères, garantie parce qu'on est certificateur. Et puis, Patrick le disait à l'instant, elle va faciliter forcément le reporting, donc des informations dans les reportings extra-financiers, et puis elle rend lisible les opérations qui sont alignées, et notamment au regard des marchés financiers. On a parlé des banques, des prêts. Voilà. Et le dernier mot que je voulais ajouter, parce que j'ai parlé de construction, j'ai parlé de rénovation, mais aussi on fait de l'exploitation chez CERCAL, et on est en train de terminer nos travaux sur la retranscription des critères liés
Alors, ce qu'on appelle à la sous-section 7.7 acquisition et propriété. Et on est en train de travailler donc à la retranscription de cette partie qui concerne plus l'exploitation pour proposer également un profil taxinomie pour les bâtiments en gestion. Merci Jean-Frédéric. Côté non résidentiel, j'ai cru comprendre, enfin on comprend finalement que la certification devient un élément de preuve dans le cadre des objectifs à atteindre fixés par la taxinomie. Comment vous avez appréhendé le sujet concrètement chez Certivia? Oui, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. La taxinomie finalement traite d'un sujet qu'on traite depuis très longtemps. Et si vous regardez donc les 6 objectifs de la taxinomie, dans les certifications HQE, on trouve évidemment des réponses à ces 6 objectifs. Alors, comme on l'a dit, ce n'est pas tout à fait le même langage, ce ne sont pas tout à fait les mêmes indicateurs. Donc, on a fait ce travail de transcription qui permet vraiment, dans les nouvelles versions de référentiel, d'être complètement aligné, c'est-à-dire que 100% des preuves qui sont demandées pour répondre à la taxinomie sont compris dans les nouvelles versions de HQE, bâtiment durable, dans le résidentiel comme dans le non résidentiel. Et on a fait l'effort d'aller rechercher dans les anciennes versions, puisque bien sûr pour apporter la preuve de l'alignement à la taxinomie, parfois on a des bâtiments qui ont été certifiés il y a quelques années ou qui sont encore certifiés aujourd'hui avec des versions, avec des millésimes plus anciens. On a fait cette transcription. Et donc, il y a parfois des preuves complémentaires à apporter, mais qui sont vraiment tout à fait marginales. Donc, on a vraiment démontré que la certification pouvait être une aide. Bien sûr, c'est une démarche volontaire. Donc, je dis pouvait, mais est une aide pour apporter les modes de preuve de la taxinomie. Et ça, c'est quand même une bonne chose parce que c'est un travail de fourmi que d'aller chercher effectivement tous les modes de preuve pour répondre point par point à la taxinomie. Donc cet effort de transcription, finalement, on l'a en partie fait pour vous et nos plateformes numériques, au travers du profil chez Cercal ou au travers d'une attestation chez Certivia, vont vous permettre d'apporter des preuves à vos commissaires aux comptes pour que finalement vous n'ayez pas plus de travail à faire. Mais je voulais insister aussi sur le fait que la certification HQE, elle permet aussi d'autres choses que de répondre à la taxinomie. Parce qu'il n'y a pas que la taxinomie dans la vie, même si pour ceux qui ont à répondre aujourd'hui à ces exigences, c'est évidemment un peu compliqué. On ne construit pas un bâtiment, on n'achète pas un bâtiment, on ne rénove pas un bâtiment, juste pour répondre aux critères de la taxinomie. On doit satisfaire l'ensemble de ces parties prenantes, les investisseurs, et peut-être qui seront sensibles à la taxinomie, mais aussi les futurs utilisateurs, ces propres parties prenantes. Et ça, l'ensemble des critères des certifications HQE, comme l'a dit Jean-Éric, c'est du 360 degrés sur la RSE, sur le développement durable, et notamment donc toute la partie qualité de vie, qui est essentiel pour les futurs utilisateurs, mais aussi l'accompagnement à d'autres politiques publiques, comme par exemple dans le tertiaire, le décret éco et énergie tertiaire, qui est aussi une préoccupation de tout le monde du tertiaire. Eh bien, là aussi, on trouve des réponses dans les certifications. Donc, ce sont des outils, encore une fois, qui vont permettre d'accompagner vos politiques, qu'elles soient de répondre aux obligations de la finance verte ou de répondre tout simplement à vos politiques de développement durable, RSE, ou répondre aux besoins et attentes de vos parties prenantes. Très bien. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des questions? On a presque terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Dintran de la Poste Immobilier. J'ai 2 questions. Une première question qui est un peu peut-être une mise en perspective un peu générale qui peut intéresser tout le monde, c'est que est-ce qu'on a des chiffres significatifs aujourd'hui sur le pourcentage d'activités alignées dans les grandes entreprises? Enfin, voilà, à la Poste, je peux le dire le chiffre, à la Poste, on est aujourd'hui en tout cas entre 5 et 10%. Ce qui est peu, enfin, on considère que c'est peu, mais c'est quoi la bonne ambition, voilà.
Et la deuxième question, elle est un peu technique, c'est que je fais part de nos difficultés, en tout cas, à nous y retrouver dans les critères des NSH. On a l'impression que c'est quand même la grande brasse coulée. Et voilà, est-ce que dans vos travaux d'adaptation des référentiels de certification, est-ce qu'on y répond d'une certaine façon? Alors, qui répond? Alors, répondre à la deuxième partie. Jean-Éric? Sur la première partie, en fait, l'an dernier, les publications qu'on a eues, on ne dit plus documents de référence, on dit documents d'enregistrement universel. L'obligation, c'était d'évoquer la part éligible. Et cette année seulement, en fait, on arrive à la part alignée. Donc, il n'y a pas encore eu de publication. Donc, c'est difficile de te répondre parce que les chiffres ils vont être publiés, je pense, au moment des assemblées générales de chacune des sociétés concernées. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, et ça pose la question de l'ambition. Est-ce que les critères sont très, très, très sélectifs ou un peu beaucoup passionnément, etc. Et ça, effectivement, je pense qu'on est tous très nombreux à attendre l'application et les retours d'expérience des uns et des autres pour pouvoir apprécier cela. Donc, pour répondre sur les DNSH, effectivement, il y a énormément de critères, dont certains sont soumis à interprétation, en quelque sorte. Et on est plusieurs, on a pris du temps, hein, on a vraiment fait un travail de fourmi, à la fois d'analyse, mais aussi de contact avec différentes parties prenantes, notamment les commissaires aux comptes, mais aussi il y a des échanges directement avec la Commission européenne au travers des réseaux comme le World Green Building Council, des échanges avec d'autres collègues certificateurs, etc., qui permettent d'essayer d'apprécier jusqu'où vont les critères et en faire quelque chose qui soit véritablement opérationnel, parce que on veut lutter contre le greenwashing, mais on veut être juste et équitable, évidemment, aussi dans l'application du dispositif. Donc vous trouverez, pour ce qui nous concerne, on a publié un rapport récemment, quand je dis récemment, c'est il y a quelques mois, que vous trouvez disponible sur le site de Certivea, sur la taxinomie, dont la première partie est qu'est-ce que c'est que la taxinomie. C'est un peu plus détaillé ce que je vous ai présenté tout à l'heure, mais aussi exigence par exigence, quelle est la correspondance avec ce qu'on a mis dans les certifications HQE. Et pour le coup, dans les certifications HQE, on doit être très clair, très précis, très opposable, parce qu'on fait des vérifications avec des auditeurs, déjà, depuis plusieurs années. Donc on a utilisé toute notre expérience et regard de certificateur en brassant tous les textes que la taxinomie propose pour véritablement proposer ce qui nous paraît être la bonne application. Et encore une fois, on a fait relire ce travail par beaucoup de parties prenantes et on est vraiment 100% à l'écoute de ceux qui, bien sûr, mettent en œuvre ces dispositifs pour faire en sorte que ça soit le plus clair possible. Et bien sûr, on n'est pas les seuls à le faire et donc on parle aussi avec les autres associations ou instances qui traitent de ces sujets-là. Merci Patrick. Une deuxième question. Il y en a une. On va faire vite. Il y en a une autre après, je crois. Juste une question de compréhension rapide. Quand je regardais, pour préparer un peu le sujet, je vois parler de taxonomie verte. Quelle est la différence entre taxonomie ou taxinomie? Il n'y en a pas. C'est la même chose. Le nom scientifique, c'est taxinomie. Donc, si on veut être plus près de la définition scientifique, on utilise ce terme. Et en fait, le terme qui a été utilisé par Bruxelles est plutôt taxonomie. Voilà. Alors, une dernière question. Oui, Bouygues Télécom. Moi, j'ai une question concernant des sites qui ont été HQE pour l'ancien référentiel et sur des sites où on n'est pas propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire porte le HQE bâti. Et nous portons des axes durables, développement durable, et en cadre du HQE exploitation. Donc comment s'articule
Tout ça, sachant que le bâtiment initial, s'il a été certifié HQE, c'était une version avant taxinomie. Donc comment on rend compatible à la fois la partie HQE bâtie, qui la porte d'ailleurs, bon, chez nous c'est le bailleur, donc jusqu'où on doit aller, et est-ce que sur la partie exploitation de ce qu'on porte, on est aussi impacté? C'est assez complexe, hein. Oui, tout à fait. Alors, on a tout à fait travaillé ce sujet-là. C'est-à-dire que quand vous êtes utilisateur d'un bâtiment, donc vous avez des loyers, donc des dépenses, et donc c'est une activité. L'utilisation de bâtiments, c'est une activité éligible, donc vous devez démontrer ou non son alignement et la part de loyer qui correspond à ça. Donc, on a dit tout à l'heure qu'on n'avait pas encore de statistiques sur comment dirais-je, l'alignement des activités. Par contre, sur l'éligibilité, on en a. Les commissaires aux comptes ont publié un rapport l'année dernière et il y a beaucoup de grands utilisateurs du bâtiment qui sont concernés par la question que vous posez. Du coup, pour répondre de façon opérationnelle, dans le rapport que j'ai cité tout à l'heure et que vous trouverez en téléchargement sur le site de Certiva, certiva.fr, vous allez trouver le croisement de tous les millésimes de référentiel avec toutes les activités. Donc 7.7, c'est acquisition, utilisation de bâtiments. Ça, c'est la taxinomie, l'activité à laquelle vous devez répondre dans la taxinomie. Et vous allez dire, j'ai utilisé un NF HQE bâtiment tertiaire en exploitation version 2. Et vous allez voir que vous répondez, alors excusez-moi, je n'ai pas la réponse là, mais X critères, vous avez les preuves automatiquement pour X critères, vous avez des preuves conditionnées pour Y critères, et vous devez compléter les preuves pour Z. Voilà. Donc on a vraiment facilité votre travail, et donc je vous encourage à regarder ces tableaux qui sont très précis, ou à contacter nos équipes évidemment si vous avez des questions pour lesquels vous n'avez pas de réponse. Très bien. Écoutez, je vous remercie à tous les trois. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence. Je crois qu'il est temps de rendre le micro.